Déjà, bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. Euh, J'imagine qu'en ce moment, vous faites beaucoup de visio, donc tout le monde est rodé. Euh, et donc, on va continuer là-dedans. Ce que je vous propose comme déroulé, c'est en fait, je ne vais pas parler très longtemps en mode descendant. Je pense que la valeur ajoutée, elle est surtout dans l'échange, donc qu'il y a un maximum de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais introduire en gros un peu mon parcours, peut-être une dizaine de minutes, et puis ouais, 5-10 minutes pour mon parcours. Et après, je vais peut-être vous parler aussi de ce que je fais aujourd'hui et un peu du marché, on va dire, de la tendance du marché ou des tendances qu'on voit dans l'IA. Et puis après, on laissera place aux questions, quoi. Donc, en gros, je ne devrais pas parler plus d'un quart d'heure. Et si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas. Ça vous va? Ok, Ouais, très bien. ok, cool. Euh, du coup, bah, moi, j'ai un parcours. Donc, j'ai été diplômé de Centrale Lille en 2015. J'étais promo en 2014 en rentrant, mais euh, j'ai euh, j'ai fait une année de césure et j'ai fait l'option, peut-être comme certains d'entre vous, qui s'appelait à l'époque Décision Analyse de données, qui s'appelle maintenant Data Science et Intelligence Artificielle, je crois, pour avoir un terme un peu plus marketing et qui colle plus avec l'air du temps. Mais fondamentalement, on faisait déjà ce qu'on appelle de l'IA ou de l'apprentissage statistique. Voilà, c'était les bases. Et en fait, moi, en dernière année, j'ai fait aussi, on avait la possibilité de faire un M2 de mathématiques appliquées en parallèle avec l'université de Lille. Donc, j'ai suivi ce cursus aussi, voilà, pour approfondir un peu mes bases théoriques de maths, et, parce qu'en fait, j'aime bien ça, tout simplement. Et après ça, j'ai rejoint le groupe EDF et j'ai été data scientist là-bas, et enfin ce qu'on appelle data scientist, pour vous dire en quelques mots en quoi ça consiste. Mais là-bas, je travaillais sur les modèles de prévision de consommation d'électricité. Donc en fait, l'idée, c'était on avait tout un tas de données relatives à la consommation d'électricité, donc relevées par les capteurs. Alors c'était au tout début de Linky, euh, voilà. Et l'idée, c'était d'essayer de modéliser ce qu'on appelle la courbe de charge, c'est-à-dire l'appel de puissance au pas 10 minutes. Et l'enjeu principal qu'on avait, en tout cas l'équipe dans laquelle j'étais, moi, mon travail principal, c'était d'essayer d'avoir des méthodes d'estimation de ces courbes de charge le plus finement possible, c'est-à-dire à la maille la plus fine possible. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand on fait de la prédiction de séries temporelles, ce qui est compliqué, c'est notamment quand je veux prédire à des très petites mailles, c'est-à-dire la maille d'un bâtiment. Pourquoi? Parce que le signal est très chaotique, très bruité, on dit. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus simple de prédire à la maille, par exemple, de la France entière la consommation, parce qu'il y a il y a une sorte de moyennisation qui se passe et de filtrage du signal. Et donc, moi, j'ai testé en gros des approches donc, de machine learning et de séries temporelles pour essayer d'améliorer les modèles sur la prévision de consommation d'électricité, typiquement d'un bâtiment. Ça pourrait être l'ARES ou le bâtiment de l'école centrale. Voilà, le but, c'était de se dire quelle est la consommation d'électricité au pas 10 minutes de ce bâtiment. Euh, j'ai fait aussi pas mal de travaux sur tout ce qui est modélisation des mécanismes de marché. Je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que c'est un peu plus complexe à estimer, parce que ça demande un peu de connaissance des marchés de l'électricité, mais s'il y en a que ça intéresse, on pourra en rediscuter. Et en fait, après cette expérience chez EDF, en fait, j'ai eu la chance de commencer, on va dire, donc je suis sorti en 2015, et on va dire c'était un peu le début, en tout cas en France, de la demande très élevée en termes de data scientist pour les entreprises. Donc, en fait, j'ai été chassé tout simplement, j'avais un profil LinkedIn à jour et puis un peu d'expérience. Et donc, en fait, on m'a appelé assez rapidement pour. Donc, c'est des recruteurs, hein, un chasseur de tête, je ne savais pas ce que c'était avant, avant ce contact-là, mais en gros, c'est des gens qui recherchent des profils pour des entreprises. Et donc, il m'a fait rencontrer plusieurs entreprises, et celle qui m'a plu, ça a été le Capgemini Consulting. Donc, la branche conseil du groupe Capgemini, que je pense que vous devez connaître. Et dans cette équipe, en fait, c'est ce qui m'a plu, c'est justement, je n'étais pas simple consultant, on va dire, en costard-cravate, à aller devant des clients, parce qu'ils étaient en train de monter une équipe qui s'appelait la Phase Digital Team, et dont le but, c'était d'accompagner les clients, donc les grosses boîtes du CAC 40, euh,
à effectuer leur transformation digitale, mais grâce à la data. Donc en gros, si vous voulez, on était en mode, il y a un problème où on sait vaguement qu'on peut faire des choses avec nos données, et puis nous, on arrivait en équipe projet, et on construisait depuis zéro un outil à la fin qui résolvait une problématique métier spécifique. Euh, pour vous donner un exemple, donc j'ai pu réaliser pour un grand industriel un outil de scoring dynamique des fournisseurs en utilisant en fait les données qui collectaient sur ces fournisseurs. L'idée, c'est un peu comme quand vous faites une demande de crédit pour, par exemple, acheter votre maison, ce que vous faites peut-être pas encore, mais que vous ferez bientôt, probablement, en tout cas, je vous le souhaite. C'est une banque, ben, elle veut savoir quel est le risque associé à une personne avant de lui prêter. Et pour faire ça, ben, c'est très simple en fait. Elle prend des caractéristiques sur vous. Donc, quel âge vous avez, est-ce que vous êtes, quel est votre contrat, et tout un tas d'informations comme ça. Et puis elle va regarder dans le passé, ben, les gens qui vous ressemblent, est-ce qu'ils ont tendance à plutôt faire défaut ou pas? Et c'est comme ça qu'on construit un modèle qu'on appelle un modèle de scoring. On a des exemples dans le passé. Vous avez des caractéristiques et on regarde finalement par rapport aux gens qui vous ressemblent dans le passé et comme on a le recul de savoir qui a fait défaut ou pas, on va être capable de construire un modèle qui va vous donner une probabilité finalement de défaut ou une sorte de, ouais, c'est ça, une probabilité de défaut. Et donc, on a fait un peu la même chose pour les fournisseurs. Donc là, les fournisseurs, les caractéristiques, c'était pas est-ce qu'ils étaient en CDI ou combien ils gagnaient, mais c'était plutôt est-ce qu'ils livraient à temps, est-ce qu'ils faisaient des défauts qualité mineurs souvent, et tout un tas d'informations. Et puis aussi qui travaillait avec qui, des informations de réseau. Et on a mis tout ça dans un modèle, on va dire, et puis en sortie, on avait un modèle qui essaie de prédire le risque fournisseur. On n'a pas fait que le modèle, on a fait vraiment l'outil. Et je pense que ça, c'est un point important. Quand on parle d'IA, souvent on parle de modèle, mais la réalité dans les entreprises, c'est que c'est pas seulement l'enjeu, il n'est pas seulement de construire un modèle, on va dire, avec des données et d'être précis. L'enjeu, il est vraiment d'introduire ce modèle, et en général, c'est un outil, dans un process métier existant. Et la grande difficulté, elle est là. Donc, pareil, j'y reviendrai un peu si vous avez des questions pour illustrer un peu plus ça. Mais voilà, c'est un des enseignements majeurs, je dirais, que quand on est à l'école, on ne se rend pas forcément compte, mais qu'après, l'enjeu, il est vraiment d'intégrer ces outils et cette technologie dans les process de l'entreprise. Et ça, souvent, c'est pas évident et c'est finalement la partie la plus dure. Euh, et donc j'ai fait le genre de projet que j'ai fait, voilà, je vous ai illustré avec un. Donc j'en ai fait dans plusieurs secteurs d'activité. Et en fait, depuis 1 an et demi, là, j'ai démissionné pour créer donc une entreprise et dont le but, en fait, c'est un peu comme ce que j'ai fait chez Capgemini Consulting, donc d'accompagner des clients, de vraiment l'identification des cas d'usage, de ce qu'on peut faire avec la data et l'IA pour ce client, pour ses problèmes spécifiques, jusqu'à la mise en place concrète d'outils opérationnels. Donc, finalement, le positionnement, il est un peu le même, c'est vraiment d'être bout en bout, c'est-à-dire encore une fois, la réflexion à la mise en place opérationnelle. Euh, mais mes cibles, c'est des plus petites structures, on va dire. Voilà, c'est pas forcément les grosses boîtes du CAC 40, mais c'est plutôt des grosses PME et des ETI. Donc PME pour petites et moyennes entreprises et ETI pour entreprises de taille intermédiaire, ou des filiales de grands groupes. Voilà. Donc ça fait 1 an et demi que je fais ça. Au début, là, j'étais tout seul. Je viens de recruter une première personne pour m'aider un peu sur la partie développement commercial. Et voilà, donc je me développe petit à petit là-dessus. Et le genre de projet qu'on réalise, c'est un peu comme ce que je vous ai décrit pour le grand industriel, mais pour vous donner un exemple, là, c'est par exemple pour donc une scale-up, une des startups qui est en phase de croissance et qui est une grosse PME avec quelques centaines, 150, 200, je crois, ils étaient à l'époque. Ils voulaient construire leur premier outil, leur premier algo de machine learning pour mettre sur leur plateforme. Donc la plateforme, c'est une plateforme qui offre donc du contenu pédagogique, des cours en ligne et des parcours diplômants. Et donc, leur truc, c'est ils ont une grosse base d'utilisateurs gratuits et leur enjeu, c'était de mettre un moteur de recommandation pour augmenter leur taux de conversion entre les gens qui utilisent la plateforme gratuitement et leur pousser des offres payantes pour maximiser le taux de conversion. Et donc, ça, c'est pareil, c'est avec la data qui est collectée sur les utilisateurs gratuits et les comportements des utilisateurs.
c'est être capable de pousser finalement le bon message au bon moment. Donc je les ai un peu aidés aussi à structurer à la fois le projet, donc dire qu'est-ce qu'on va faire exactement, et puis après les aider un peu à structurer l'équipe en interne qu'ils allaient recruter pour faire ça. Et puis à avoir une première idée de la complexité de ce qu'ils voulaient mettre en place. Donc voilà le genre d'accompagnement qu'on fait. Ça va vraiment des choses très conseils à mise en place concrète, on va dire, de solutions. Et la dernière chose dont je veux vous parler avant d'ouvrir aux questions, c'est un peu sur la partie peut-être marché ou tendance. Parce que je pars du principe, alors je ne sais pas de quoi vous souhaitez discuter en particulier, mais je pars du principe que potentiellement vous êtes intéressé pour rentrer dans ce secteur d'activité. Donc, pour vous donner quelques billes aujourd'hui on va dire, la tendance du marché ou les compétences qui sont très recherchées. En fait, paradoxalement, les compétences qui sont très recherchées au début, en ce moment et sur laquelle la demande est assez tendue, je dirais, c'est pas tant le métier de data scientist, donc celui qui fait le modèle à proprement parler en général, celui qui fait le modèle, donc il prend des données, il a un problème métier et il essaie de trouver un modèle et une approche pertinente pour résoudre le problème. Mais les métiers en tension, ils sont plutôt autour du rôle de data engineer. Donc le data engineer, lui, c'est celui qui fait si vous voulez, les pipelines de données, on appelle ça, c'est comme si vous imaginez, pour avoir un modèle en production, en fait, il faut mettre, c'est un peu comme de la plomberie, quoi. Donc, il faut avoir les bons tuyaux qui vont d'un point A à un point B pour amener le flux de données dans le modèle tourne, et ensuite, on a la sortie du modèle, la prédiction. En fait, ce travail de pipeline de données robuste en production, qui passe à l'échelle, et qui s'intègre bien dans le SI d'une entreprise, en fait, c'est un vrai métier et c'est assez complexe. Aujourd'hui, c'est ce qui pose vraiment problème aux entreprises et c'est vraiment la demande qui est le plus en tension, quoi. Donc, on va dire que la demande le plus en tension, c'est vraiment sur ce métier plutôt de data engineer. Et l'autre métier qui est aussi assez en tension, c'est les gens qui vont être capables de faire le lien entre les problématiques métiers et justement les équipes plus techniques de data scientists et de data engineers. Donc, c'est finalement les gens qui sont capables de comprendre un problème métier, de se l'approprier et derrière d'être capable de faire le lien avec les équipes plus techniques pour s'assurer qu'en gros, le data scientist, il ne va pas développer un modèle qui ne sert à rien et il a bien compris le problème métier. Voilà. Grosso modo, ce que je peux vous dire peut-être pour introduire. Et maintenant, peut-être si vous avez des questions, comme ça m'aidera à orienter mon propos, parce que je peux vous parler longtemps, mais le but, c'est que vous en retiriez le maximum de choses. Je pense qu'une première question qu'on pourrait tous se poser, Ouais. c'est quel conseil vous aurez voulu savoir quand vous avez commencé à travailler dans ce domaine-là? Ah ouais, c'est une bonne question. Ouais. Alors, je dirais que le conseil numéro 1, ça serait de justement pas se focaliser que sur les compétences liées vraiment au pur machine learning, etc. C'est-à-dire qu'en gros, c'est très bien de savoir comment les modèles fonctionnent et de connaître tout un tas de modèles. Mais encore une fois, la réalité de l'entreprise, elle est surtout sur comprendre, être capable de modéliser une problématique métier et de faire derrière une bonne approche de data science. C'est pas juste utiliser des modèles et puis voilà quoi. Donc encore une fois, je reprends mon exemple de tout à l'heure, mais les métiers qui sont presque plus du développement, qui vont mettre à dispo les data, ça a beaucoup de valeur. Et les métiers qui sont vraiment sur comprendre un problème métier, un problème métier et imaginer une approche de modélisation qui va répondre, c'est aussi très important. Pour illustrer, pourquoi c'est important, c'est que, imaginons, je reprends mon exemple de prédiction des défauts ou un scoring de risque des fournisseurs. En fait, donc je ne connais pas le niveau de chacun, mais c'est ce qu'on appelle une approche supervisée. C'est-à-dire une approche supervisée, c'est que on a les réponses en fait. On sait dans le passé, lui il a fait défaut, lui il n'a pas fait défaut, lui il a fait défaut, lui il n'a pas fait défaut. Et si vous voulez, finalement, quand on est à l'école, enfin en tout cas moi quand j'y étais, moi je pensais que la difficulté c'était de savoir, ah oui, quel modèle je vais utiliser, est-ce que je vais faire du XGBoost ou des réseaux de neurones profonds ou des choses comme ça. La réalité, c'est que les premières questions beaucoup plus structurantes,
c'est quoi l'horizon de temps à laquelle j'ai besoin de la prédiction? Pour donner un exemple, je peux avoir un modèle excellent qui me prédit tous les fournisseurs qui vont faire un défaut, mais si je ne me demande pas, une fois que j'ai cette information-là, comment je vais l'utiliser ensuite pour que l'entreprise puisse en fait, gagner de l'argent, tout simplement. Et pour qu'elle puisse gagner de l'argent, il faut qu'elle puisse anticiper les défauts. Et bien, si je ne me pose pas cette question-là au début du projet et que je ne garde pas ça en tête, je peux faire un très bon modèle, mais qui ne sert à rien parce qu'il ne prédit pas assez loin. Un autre exemple, il faut vite aussi se rendre compte du niveau de précision dont le métier a besoin. Si j'ai besoin d'un modèle très précis à 95% et qui ne fait pas de fausses alertes, c'est pas la même complexité que si je dis: «Bon, bah, même à 60% ça me va». Et en fait, c'est ce genre de petits réflexes qui sont très structurants et dont moi, voilà, j'avais pas forcément idée donc c'est vraiment de pas être que sur la partie modèle, mais de bien comprendre que le modèle ou l'IA et cetera, c'est quelque chose qui va permettre d'accélérer et d'être au service de quelque chose et si on comprend pas le contexte autour, on a de grosses chances d'être un peu à côté de la plaque. Donc moi, je dirais, quand vous sortez d'école, si vous êtes au moins conscient de ça, parce qu'après c'est normal qu'en sortant d'école, on n'a pas tout ce recul. Mais je veux dire, si vous voulez faire la différence dans une candidature, plutôt que de juste dire j'ai fait ça sur Kaggle et tout, si vous êtes en mesure de dire bah oui, moi quand je fais un modèle, je comprends comment je fais pour évaluer la performance d'un modèle, à quel horizon de temps je vais faire ma prédiction, etc. Ben, ça montre que vous avez une maturité euh, au-delà de la moyenne par rapport à ce qu'on peut voir pour des gens qui sortent d'école, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, ouais, je pense que c'est très bien. Je pense- Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, faut pas hésiter, hein, Ouais, salut, moi j'en ai une. Ouais. Donc, tu as dit que tu étais passé par EDF et après, tu étais à Capgemini. Donc, Capgemini, si je me trompe pas, c'est un petit peu du conseil. Corrige-moi si Ouais, on peut tu dire as tout ça. à fait Ouais. raison. Et je voulais savoir les différences que tu avais observées entre une entreprise comme EDF qui n'est pas du tout du conseil et une entreprise qui fait du conseil. Ok. C'est une bonne question. Après, comme je disais, moi j'étais dans une équipe un peu spéciale, c'est-à-dire là-bas, chez Capgemini Consulting, j'étais encore data scientist, hein. En gros, je faisais du code, enfin voilà. La différence, c'est que par contre, donc pour répondre sur ta question, en fait, chez EDF ou dans les grosses entreprises, euh, tu vas travailler forcément sur des sujets plus restreints, mais tu vas aller plus au fond des choses. En gros, quand j'ai fait les modèles de prévision de conso, bah, il y a presque 1 an et demi, j'ai travaillé sur ça, testé des approches, etc. Si tu vas dans une entreprise de conseil, en fait, tu vas avoir plus de variétés différentes de sujets, une palette diversifiée. Par contre, tu vas potentiellement aller moins au fond des choses parce que tu as moins le temps, etc. L'autre chose qui différencie aussi, c'est le rythme. C'est-à-dire que quand tu fais du conseil chez Cap Consulting, quand je dis le rythme, c'est intense. Quand on fait des missions de 3 4 mois, mais forcément, il faut livrer assez vite, etc. Donc, la cadence est plus élevée, c'est plus intense que quand tu es quand tu es en interne dans une entreprise où tu as un peu plus le temps et en général, les timings peuvent être moins serrés, quoi. Donc, je dirais que c'est les deux différences majeures. C'est un, est-ce que tu préfères plutôt toucher à plein de sujets ou au contraire approfondir un seul sujet à fond? Et deux, l'intensité, on va dire, ou le rythme que tu veux avoir, quoi. C'est arrivé que tu aies plusieurs missions en même temps à Capgemini? Non, parce que j'étais pas assez senior pour ça, entre guillemets. C'est-à-dire que pour avoir plusieurs missions, il faut plus que tu sois vraiment dans l'opérationnel. C'est à partir du rôle de Hmm. manager. Donc en gros, pour donner un Ok. ordre d'idée, c'est à partir de 6 ans d'expérience, quoi. Ok, ouais. Donc en gros, non, j'avais eu une grosse mission. Et par contre, ce qu'on te demande de faire, et si tu veux monter, et puis même c'est intéressant, c'est de participer à la vie du cabinet, donc d'aider par exemple sur les propositions commerciales ou des choses comme ça. Donc ça, tu peux avoir ta mission principale et puis avoir un peu de contribution interne euh, sur par exemple des propositions commerciales. Ou l'autre chose qu'on faisait, c'est on développait aussi ce qu'on appelait des démonstrateurs, qui sont des espèces d'exemples de projets, genre voilà un outil pour faire de la prévision de vente. Donc ça, on le faisait aussi un peu à côté.
D'accord. J'avais une petite question aussi. Comme un peu ce domaine, il est hyper large et il comprend plein d'activités différentes, est-ce qu'il y aurait moyen, si ça peut aider certaines personnes au passage, que tu résumes un peu tous les postes qui existent de tel côté ou d'un tel côté, et les compétences aussi un peu à avoir, principalement pour chaque poste, mais résumé parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de postes différents, mais pour que certains qui aient, qui aient certaines compétences se sentent plus envie d'aller dans ce domaine-là, du coup, ce métier-là. Ouais, tu as raison. Alors, juste pour bien répondre à ta question, est-ce que tu entends dans le monde de la data au sens large ou vraiment plus sur la partie qu'on appelle IA? Oui, plus sur la partie IA quand même. Ok. Bon, je vais répondre d'abord sur la partie IA et puis après, forcément, les deux sont un peu imbriqués. Mais pour faire simple, sur la partie IA, on va dire, il y a allez, trois types de rôles. En tout cas, c'est comme ça que je le définirais. Le premier, comme je vous disais, c'est le rôle du data engineer. Donc là, c'est plutôt la personne qui va écrire plus du code. Donc il faut plutôt aimer bien programmer et qui va mettre à disposition et mettre comme je vous disais, hein, vraiment l'histoire des pipelines et de tuyaux, c'est ça, hein, c'est vraiment la plomberie pour amener les datas d'un point A à un point B et pour que le modèle de machine learning puisse utiliser ces datas et avoir, parce qu'au passage, il y a aussi souvent des transformations et des traitements. Et donc, en fait, il va mettre en place l'infrastructure pour permettre aux data scientists d'utiliser ces datas pour construire son modèle. D'accord? Donc, ça, c'est le premier rôle, on va dire. Donc, on appelle ça data engineer. Le deuxième rôle, c'est celui dont on parle le plus, qui est le rôle de ce qu'on appelle data scientist. Et donc, lui, c'est vraiment la personne qui va utiliser des datas pour construire un modèle et résoudre un problème métier. Donc, c'est vraiment lui qui va prendre les données, entraîner un modèle et faire un modèle qui va permettre de faire des prédictions, par exemple, comme je vous disais, les prévisions de vente, etc. Et puis, on va dire, il y a un troisième rôle qui n'est pas que sur de l'IA, mais qui est, on va dire, le rôle qu'on appelle de data architecte. Et là, c'est plutôt des gens qui vont, en général, c'est avec un peu plus d'expérience, mais qui vont réfléchir à l'infrastructure ou l'architecture globale du système pour pouvoir mettre les données à disposition. Si on va dans le cloud, comment on fait, quels services on utilise, comment tout ça s'imbrique, quoi. Et donc qui est plutôt un architecte. Si je reprends l'exemple de la maison, l'architecte, ça va vraiment être les plans globaux, quoi. Le data engineer, c'est le gros œuvre et la plomberie, quoi. Et le data scientist, c'est lui qui va faire la finition, quoi. Un peu d'accord, la peinture et les finitions, quoi, pour faire simple. OK? Donc ça, c'est plutôt sur les postes techniques. Et maintenant, moi, j'en rajouterai quand même un pour évoquer encore une fois ce que je vous avais dit un peu au début. Il y a des rôles quand même aussi qui sont, on va dire, chef de projet data ou product owner, on appelle ça. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça, qui, je pense, vont beaucoup se développer. Et ça va être, je comprends comment ça marche la data science et un algorithme de machine learning. Et en fait, je vais être en mesure de définir, finalement, de spécifier comment on va utiliser l'IA ou la data science pour résoudre un problème métier. Donc, je ne vais pas forcément coder moi-même, mais c'est moi qui vais penser un peu et avec le data scientist, l'aider à avoir un modèle et une approche qui résout le problème métier qu'on a en tête, quoi. D'accord? Donc, c'est plus un rôle d'interface, on va dire. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'était suffisamment clair? D'accord, très bien. Moi, Très bien. est-ce que je voulais juste rebondir sur un peu cette question et cette histoire de différents postes qu'il y a dans le big data. À partir du moment où on traite quand même d'un secteur d'activité en constante évolution, je me demande, parce que c'est une chose de lancer un projet dans le big data, mais derrière, il y a forcément des gens qui veulent améliorer un projet ou un code déjà existant, voire l'emmener vers, intégrer de nouvelles solutions qui apparaissent forcément tous les ans, et même d'une manière plus générale, comment à chaque fois penser à l'infrastructure derrière qui permet d'héberger l'IA ou ce genre de... Ce qui est un peu ce qui est un peu après la fin du projet même. Alors, c'est une bonne question. Ce que tu demandes, c'est, en fait, il y a une tendance qu'on voit là de plus en plus, on appelle ça le MLOps, donc pour Machine Learning Operation. Alors, c'est pareil, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais par exemple, sur le développement, historiquement, donc le métier de développeur informatique, historiquement, il y avait les gens qui développaient,
et puis ce qu'on appelle les opérations, c'est-à-dire les gens qui opèrent le code. Très concrètement, il y a les gens qui développent les fonctionnalités. En gros, je vais prendre un exemple simple, mais pour Facebook, il y a la personne qui développe la fonctionnalité commentaire ou liker, et puis après, il y a les gens qui font les opérations, et eux, ils maintiennent le code pour que quand vous vous connectiez sur Facebook, tout ne tombe pas par terre, etc. Et en fait, la tendance dans le monde du développement, ça a été la tendance qu'on appelle du coup de DevOps, ça a été de rapprocher et de fusionner presque ça, c'est-à-dire d'éviter d'avoir les gens qui développent et puis ensuite ils passent le bébé aux gens qui opèrent et puis au revoir. Et ça a été de vraiment rapprocher les deux pour faire ce qu'on appelait du développement continu et d'itérer, d'avoir une brique stable qui marche bien et ensuite de pouvoir itérer très facilement et très rapidement dessus sans tout casser, quoi, finalement. Et en fait, la maturité en data science ou en IA ou en machine learning, on appelle ça comme on veut, euh, c'est normal. Au début, il n'y a pas ce niveau de maturité parce qu'on est plus sur, les entreprises sont plus sur ce qu'on appelle des POC, c'est-à-dire voir est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'il y a de la valeur pour moi, entreprise? Est-ce que, par exemple, je vais réussir à vraiment prédire les ventes mieux en utilisant mes data? Est-ce que je vais vraiment réussir à prédire les risques de mes fournisseurs? Donc, dans un premier temps, on fait quelque part des tests. Et les tests, on les fait rapidement pour voir si ça marche. Et donc ça, on ne se préoccupe pas trop de la mise en production et de la maintenabilité. Mais effectivement, maintenant, on rentre dans une phase où ça devient de plus en plus... les grosses entreprises ont compris qu'il y avait clairement de la valeur, il y a des investissements massifs qui sont faits, et là, on rentre dans une logique d'industrialisation. Et donc, du coup, beaucoup plus de, comme je vous disais, la tendance de machine learning operation. Donc, c'est un peu comme le DevOps, hein, finalement, c'est tout à fait ça, hein, c'est la même idée. C'est de dire comment je fais pour limiter l'écart entre je développe un modèle qui marche bien en local ou en vite fait en POC et pour l'opérer après derrière. Parce que comme tu l'as dit, c'est pas tout d'avoir un modèle. Le truc souvent, c'est qu'il faut itérer, il faut le changer. Le modèle, dès que tu le commences à mettre en production, il est déjà caduque quelque part parce que il y a les datas changent un peu. Peut-être que sa performance va se dégrader. Peut-être qu'il y a ton process que tu cherches à modéliser. Il y a d'autres datas qui vont t'aider à mieux prédire ce que tu fais. Donc, il faut le faire évoluer. Et cette partie d'évolution, en fait, si tu n'as pas pensé, si tu n'as pas un truc robuste qui te permet d'itérer rapidement, eh bien, tu vas devant un gros problème et tu ne vas pas délivrer la valeur que tu attends, hein, tout simplement. Parce que si à chaque fois que tu dois changer quelque chose, tout tombe par terre, tu es embêté. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à ta question. Ouais, mais, complètement. Merci ouais, beaucoup. mais effectivement, c'est une tendance lourde, hein. Et encore une fois, ça revoit à le conseil, si je peux me permettre, que je vous donnais au début, c'est de ne pas penser juste modèle, mais de vraiment penser écosystème global, à la fois sur le côté technologique, c'est-à-dire mon modèle, il va surtout itérer et s'améliorer petit à petit, et puis aussi sur le côté qu'est-ce que je cherche à résoudre, quoi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Il y a une question en commentaire. Je sais pas si. Alors, c'était la question, je peux la lire. C'était comment savez-vous que vos modèles sont bons dans le marché, notamment comment faire dans des cas où c'est sévère de commettre une erreur? Alors, très bonne question. En fait, il n'y a pas d'absolu là-dessus. Encore une fois, ça dépend du problème qu'on cherche à résoudre. Et c'est pour ça que c'est important, comme ce que je vous disais au début, c'est avant de foncer dans je veux développer un modèle, de se poser et de se dire en fait c'est quoi le problème que je cherche à résoudre, parce que selon ce que je cherche à résoudre, ça va être plus ou moins facile, et des fois ça va être possible ou pas possible, par rapport à la qualité de données que j'ai, par rapport aux données que j'ai, etc. Donc pour répondre en gros, pour savoir si mon modèle marche ou pas, en fait il y a là pour le coup c'est des choses qu'on apprend à l'école et qu'on peut voir même sur tous les bons cours enfin en ligne. Voilà. Donc, l'évaluation d'un modèle, si vous tapez ça sur Internet, vous allez avoir plein de choses. Mais grosso modo, l'idée, pour faire court, c'est donc plutôt dans l'approche supervisée. Je réponds après à votre question. C'est de dire, c'est un peu comme quand vous apprenez votre leçon en cours. Comment vous faites pour apprendre votre leçon, pardon. Vous avez les questions et les réponses. Au début, vous lisez les questions et les réponses. Et puis après, vous lisez les questions, vous cachez la réponse, vous écrivez la réponse et vous comparez à la réponse qui était attendue. Alors, en fait, là, c'est un peu pareil. Pour évaluer la performance d'un modèle, en fait,
on va utiliser une partie d'entraînement où on va montrer au modèle la question et la réponse, en gros l'entrée et la sortie. Le modèle va s'entraîner, c'est-à-dire va comprendre, on va affiner les paramètres pour trouver la relation optimale entre l'entrée et la sortie. Et ensuite, vous allez utiliser ce modèle que vous avez entraîné sur des données qu'il n'aurait pas vues en entraînement. Vous allez lui donner une entrée, il va vous donner une sortie, vous allez comparer à la sortie que vous attendiez. Et donc, voilà, vous allez calculer grosso modo des pourcentages d'erreurs. Et encore une fois, selon votre objectif, vous allez dire c'est acceptable ou c'est pas acceptable. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Et la suite de la question, c'était notamment comment faire dans le cas où c'est sévère de commettre une erreur. Alors, c'est une bonne question, mais justement, il y a des cas où, en fait, quand on a des niveaux d'attente de précision très élevés, c'est pas forcément. Il faut juste en être conscient quand on commence le projet. Et donc, du coup, ça peut prendre beaucoup de temps de les atteindre, pardon. Et du coup, potentiellement, des fois, c'est pas forcément intéressant d'aller sur ce genre de sujet parce que c'est très compliqué. Voilà. Donc, malheureusement, il n'y a pas de réponse, hein. C'est juste que si on a un attendu très élevé, ça va être plus complexe. Ou alors, pour donner un exemple, hein, imaginez qu'on cherche à faire une détection de maladies ou de cancer. On n'a pas envie de se tromper parce que si on dit à quelqu'un qu'il n'est pas malade et puis en fait qu'il était malade, c'est embêtant. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bon, c'est pas grave, on va avoir un système très sensible et on va dire, même quand on a un doute, on va peut-être dire, cette personne-là, elle a un doute, elle a un risque d'être malade. Et donc on va l'envoyer faire des examens complémentaires ou faire intervenir un expert pour s'assurer si elle est malade ou pas. Donc vous voyez, l'idée, ça va être encore une fois de se dire, mon process global, c'est déterminer si des gens sont malades ou pas. Mon modèle, il ne va pas être parfait, il ne faut pas chercher à faire parfait, en fait. Je pense que c'est ça l'important, parce que ça n'existe pas. Et par contre, il va certainement m'aider à dégrossir, en fait. Ça va être un peu comme un tamis. Et donc, en fait, mon expert, au lieu de traiter 100 personnes, il va peut-être en traiter plus que 10, parce que 90, on est sûr qu'ils sont malades ou qu'ils ne sont pas malades. Et puis, les 10 sur lesquels on a un doute, on va les passer en examen complémentaire ou à un autre expert, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et l'autre question, pardon, question peut-être moins technique, mais sur laquelle il est difficile de se faire une idée autrement qu'en la posant. Pas de mauvaise question. Quelles sont les marges de salaire que vous avez rencontrées entre la sortie d'école et la prise d'expérience à EDF puis dans le conseil? Alors, aucun problème. Moi, je peux vous parler de quand j'étais. Alors, pour être transparent avec vous, quand je suis sorti d'école chez EDF, en gros, j'étais à 41 000 euros brut, je crois, si je ne me trompe pas. Pour être franc, là, que je sois data scientist ou pas, ça ne changeait rien. C'était des grilles. Je crois que j'étais un peu plus dans le haut de la grille, et encore, je ne suis même pas sûr. C'est juste des grilles selon votre école, quoi. Et centralise ces groupes. C'était niveau A ou je ne sais plus quoi, donc c'est parmi le haut de la grille, quoi, c'est tout. Quel que soit le métier, presque, il n'y avait pas trop de marge de manœuvre. Et par contre, quand je suis allé chez Capgemini, là, j'ai commencé à 50K, plus 10% de bonus. Et chez EDF, je ne sais plus combien j'avais de bonus, mais c'était pas beaucoup. Mais par contre, je travaillais moins. Enfin, on avait, je sais plus, c'était 204 jours, je crois, ou 204 jours, ouais, le forfait. Donc il y avait plus de vacances. Donc j'ai pas fait le calcul exact pour voir à quel point je gagnais plus, mais voilà. Et là, tout ce que j'ai dit, c'est en brut. Donc ça, c'est toujours pareil, hein, les salaires, c'est difficile à savoir, mais je pense que c'est moins évident d'avoir ce genre de gap aujourd'hui, enfin d'écart et de négocier autant, parce qu'il y a moins de tension en fait sur le marché. Moi, je suis tombé à un moment qui était pas mal pour moi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, je pense. Enfin, quelles sont les marges de salaire? Oui, je ne sais pas ce qu'il faut comprendre, les marges, mais j'ai donné les salaires et je ne sais pas si la question c'était les marges de négociation. Ça, après, pour négocier des salaires, il n'y a pas de règle absolue, mais je veux dire, en sortie d'école, voilà, si vous tapez entre 40 et 45, c'est bien. Après, c'est toujours pareil aussi, ça dépend le secteur. Si vous allez en banque, vous allez toucher plus que si vous allez en industrie, quoi.
Et peut-être le conseil là-dessus, c'est aussi de ne pas penser que au salaire, mais penser global, c'est-à-dire, encore une fois, si vous avez plus de congés, ce que vous privilégiez, quoi. Et puis en package global, des fois, vous pouvez négocier aussi peut-être des, des bonus ou quelque chose, un prime sur intéressement, sur atteinte d'objectifs, des choses comme ça, quoi. Pas juste réfléchir au salaire tout seul. Mais en commençant, et je conclus là-dessus pour cette question, parce que ça me fait penser à autre chose, je pense que la première, quand on commence, il ne faut surtout pas aller là il faut pas, le critère principal ne doit pas être le salaire, le critère principal doit être le gain d'expérience. Parce que au début, quand vous sortez d'école, allez, vous allez tous être à peu près dans le même entonnoir de salaire, grosso modo, plus ou moins 5 ou 10%. Par contre, la différence, c'est qu'au bout de 2 ans, si vous avez fait des projets vraiment très intéressants, vous allez pouvoir prendre des responsabilités. Et là, c'est là où vous allez faire la différence après 5-10 ans d'expérience. C'est là où vous allez avoir des postes intéressants et vous allez vraiment faire, si l'argent vous intéresse, des gros gaps de salaire par rapport à d'autres qui auront eu des projets moins intéressants, quoi. Voilà. Des questions? J'en ai une. Je voulais demander en fait, j'ai remarqué que sur plusieurs cours ou sur plusieurs formations en fait sur la data, des fois ils précisent bien par exemple de revoir les bases des probabilités, des statistiques, etc. Est-ce que toi en tant que data scientist, tu t'es vu sur certains modèles beaucoup utiliser certaines stats, on va dire basiques qu'on peut faire par exemple en terminale, en cours et avec des rappels? Ou plutôt tu es allé vraiment sur certains modèles où c'était vraiment, enfin, je veux dire, un truc plus poussé, genre du deep learning ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, moi j'ai tendance à dire, il y a plein de gens qui font de la data science sans vraiment comprendre les maths derrière. Et c'est assez facile de se former aujourd'hui à ça. Moi, je trouve que c'est dommage et que ça se voit quand quelqu'un est comme ça. Et donc, du coup, ça peut mener en comprenant pas ce qu'on manipule, on peut faire des grosses bêtises, quoi. Voilà. Après, je ne te dirais pas que je passe mon temps à faire des probas et des stats, mais c'est plutôt, si tu veux, quand même, ce qu'il faut comprendre, c'est comment le modèle fonctionne derrière. Et si tu n'as pas les bases en stats et en proba, tu ne vas pas comprendre comment ça fonctionne. Donc, pour te dire, moi, alors, pour ceux que ça intéresse, je peux mettre une référence qui s'appelle The Elements of Statistical Learning. Vous tapez ça sur Internet, c'est un PDF, c'est le prof de Stanford. C'est vraiment très bien. Il détaille chaque algo et les familles d'algo, comment ça marche et tout. Et honnêtement, si vous lisez ça, alors vous n'êtes pas obligé de le lire en un pavé, c'est quand même un pavé pas en une fois, mais au moins à chaque fois que vous utilisez un modèle, vous allez lire un peu le chapitre correspondant. Il vous explique un peu les maths derrière, et c'est quand même, moi en tout cas, je trouve que c'est très important de comprendre un peu les maths derrière. C'est ce qui fait la différence en fait entre les gens. Et quand on fait une école comme Centrale, quand même, on s'attend à ce que voilà, les gens comprennent les maths et normalement vous avez le niveau pour, donc démarquez-vous là-dessus, quoi. Soyez pas la personne qui fait import scikit-learn sans rien comprendre, quoi. Voilà. Moi, justement, par rapport à cette question, je sais qu'il y a une question dans le chat, mais vu que c'était en rapport, je voulais la poser directement. Ouais. On voit de plus en plus de personnes qui sont en reconversion ou qui travaillent directement en tant que data scientist dans des entreprises en ayant suivi des formations en ligne, donc juste en étant 6 mois sur son ordinateur. Ouais. Et comme il n'y a pas de label en fait sur le métier de data scientist, ils peuvent très bien dire qu'ils sont data scientists puisqu'ils ont suivi une formation Open Classroom ou quoi que ce soit, Ouais. que ce soit une formation qui délivre des certificats officiels ou non. Ouais. Donc, je voulais peut-être connaître ton ressenti là-dessus. Est-ce que la différence, elle est vraiment si flagrante que ça entre donc, des personnes qui ont vraiment eu des années d'études pour suivre des bases, même avoir certains cours qui ne sont pas forcément en rapport avec la data, donc pas de maths, pas d'informatique, et est-ce qu'ils ont pu mettre à profit ces matières-là, leurs connaissances dans d'autres domaines, ce que je veux dire, et est-ce que vraiment la différence est flagrante? Ouais, ok.
Bonne question. Alors, du coup, dans les cours en ligne, il y a quand même des différences à faire. En gros, pour te donner un exemple dont je connais bien, parce que Open Classroom, j'ai participé aussi alors, au contenu pédagogique et puis euh, je suis mentor aussi sur la plateforme. Donc, je suis des étudiants qui suivent la formation diplômante. Euh, pour le coup, là, par exemple, c'est une formation qui te prend plusieurs mois. Donc, c'est jusqu'à 12 mois et tu fais des projets professionnalisants où tu acquiers progressivement les compétences. La différence, c'est que les gens qui font ça, il faut qu'ils soient super autonomes et en général, c'est des gens qui ont une expérience et qui sont déjà assez calés en fait. Ils n'ont pas peur de coder, de faire de la data et tout. Donc, si tu veux, ils partent avec un background quelque part qui fait qu'ils ont besoin de la surcouche data science pour bien comprendre les modèles et tout, et ils partent pas de très loin. Donc ces gens-là, finalement, assez vite, ils sont opérationnels. Et puis comme ils ont souvent la compréhension métier, par exemple, donc du coup, ils vont être très bons dans leur métier ou pour évoluer dans leur entreprise comme data scientist parce qu'ils ont la compréhension métier. Ils vont avoir la petite couche de je sais utiliser des outils de data science et ça va suffire. Par contre, euh, par contre, pour moi, la différence, comme je disais tout à l'heure en riant un peu, mais c'est pas tant que ça. Les gens qui font juste les MOOC de Stanford et tout et qui savent faire que import, scikit-learn et qui comprennent rien derrière, ça pour le coup, ouais, moi je trouve qu'il y a une différence entre quelqu'un qui fait une école d'ingé et qui pousse les modèles, les théories un peu derrière, et la personne qui fait ça. Il y a une différence. Après, il y a aussi des autodidactes qui sont très forts et incroyables et ils aiment bien les maths, donc ils vont se plonger dedans et ils vont être à la fois bons en programmation et bons en côté modélisation ou mathématiques. Mais moi, j'aurais tendance à dire, il ne faut pas trop s'inquiéter par rapport à ça. Le côté diplôme de centrale, c'est quand même, enfin, je sais que quand on est à l'école, on ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même une différenciation et on apprend quand même des choses. Il ne faut pas croire que. En fait, vous apprenez à être, à avoir des petites touches de tout, une compréhension globale de l'entreprise, qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, un réseau, et ça, il faut vraiment le travailler. Et enfin, une capacité d'approfondissement qui n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. Donc tout ça pour dire, il faut pas, je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'inquiétude par rapport enfin, vous dire, ah oui, mais il y a les gens, ils apprennent tout seuls dans leur coin, ils vont être plus forts que moi. Oui, il y en a, mais c'est des exceptions. Et globalement, quand même, euh, il y a plein de choses que vous apprenez à l'école. Et je vais vous donner un exemple très concret. Je pense que la compétence numéro un pour être data scientist, c'est être capable de communiquer. Pourquoi? Parce que on manipule des choses complexes et en entreprise, on ne travaille pas tout seul. À moins que vous vouliez être chercheur et c'est tout à fait respectable, mais c'est pas le même métier. Data scientist en entreprise, c'est pas je fais de la recherche fondamentale et j'essaie de développer les modèles qui vont battre l'état de l'art. Non, en entreprise, vous allez utiliser ce que font des pontes enfin des outils qui sont développés par les meilleurs chez Google, en université et tout. Vous allez les appliquer sur des problèmes spécifiques de votre entreprise. Vous n'allez pas réinventer la roue, quoi. Euh, et donc, dans ces cas-là, il faut être capable de communiquer parce que vous allez utiliser des outils technologiques complexes pour résoudre des problèmes. Il faut savoir expliquer ce que vous faites, comprendre un problème. Et donc, en fait, communiquer, c'est juste essentiel, quoi. D'accord. Avant de rebondir sur la question de Georges en commentaire, il y a eu une question de Pierre aussi qui est dans le même sens un peu. Quelles peuvent être les perspectives d'évolution dans une carrière dans les data? Alors, je reprends les perspectives d'évolution. En gros, si je reprends mon idée de vous rappeler les trois postes data engineer, data scientist, data architect, en fait, grosso modo, pour moi, vous pouvez rentrer, soit vous allez être plutôt des métiers techniques au début, donc data engineer ou data scientist, et après vous allez évoluer soit vers un rôle d'expert, donc vous allez devenir très bon ou tech lead ou mener des équipes et manager, mais techniquement et avoir développé une expertise pointue. Soit vous allez avoir des postes plus transverses, et alors là, ça va plus être des postes comme ce que je vous disais tout à l'heure, un peu faire le lien entre le métier et des équipes techniques, quoi. D'accord? Mais moi, les perspectives d'évolution dans le côté expert, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, le métier de data scientist, il ne veut plus dire grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à la verticalisation. En gros, il y a des champs de recherche où, typiquement, tout ce qui est traitement du langage naturel, computer vision, donc traitement des images, etc., les choses vont tellement vite qu'on voit quand même des gens qui se spécialisent de plus en plus sur
data scientist NLP, data scientist computer vision, etc., quoi. Et en plus, l'autre chose qui vient croiser ça, c'est la sectorisation. C'est-à-dire que autant au début, on pouvait être data scientist et faire tout un tas de secteurs, et puis c'était pas trop gênant, autant maintenant, quand même, on voit que c'est quand même important de comprendre le métier. Et donc, du coup, le fait d'avoir une expérience en finance pour être data scientist en finance, ça a quand même de la valeur ajoutée. Donc, je dirais qu'il faut quand même garder ça en tête. Le data scientist très généraliste, c'est plus un aussi bon plan qu'avant, je dirais. Ou en tout cas, si vous voulez l'être, il faut en être conscient et voilà, c'est un positionnement à avoir, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ou ça demande des précisions? Oh, je pense, et c'est Pierre qui dira ça en commentaire. Bon, ou je prends la parole, Pierre. Bon. Mais alors, et je vois une autre question. Considères-tu que le master mathématique à la fac de Lille t'a servi pour ta compréhension du machine learning? Alors, ça dépend duquel, parce que je crois qu'il y en a un maintenant en licence. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est le master 2 probabilité statistique de l'université de Lille 1. Alors, pour être franc, non, ça m'a pas vraiment servi. J'aurais pu être data scientist et faire ce que j'ai fait euh, sans ça. Par contre, comme je vous le disais, moi j'aime bien les maths et j'aime toujours ça. J'aimais bien et j'aime toujours ça. Donc j'ai trouvé ça très intéressant d'approfondir vraiment les probas et les statistiques, qu'est-ce que ça voulait dire, quoi. Donc on a vu les processus stochastiques, les trucs en finance, là, un peu comment est construite la formule de Black and Scholes, pour ceux qui s'intéressent. Euh, donc des choses assez poussées sur le point de vue théorique, quoi, en gros, hein. C'était papier, stylo. Euh, de dire que ça m'a servi pour ma compréhension du machine learning, je dirais pas forcément. Pas forcément, mais c'est sûr que un peu quand même, parce que enfin, en poussant le truc, forcément, on se pose plus de questions, mais c'était pas essentiel. Euh, un master qui est, peut-être que vous le connaissez, mais il y a le MVA de l'ENS Cachan, qui est pour le coup, lui, vraiment une porte pour ceux qui veulent faire de la recherche et qui est vraiment appliqué et orienté machine learning. Voilà. Alors que moi, en gros, pour le dire autrement, moi j'ai fait un M2 recherche, mais probabilité et statistique, donc qui était beaucoup plus généraliste et pas forcément orienté sur le machine learning. C'était vraiment, encore une fois, processus stochastique dans son ensemble et pas forcément orienté sur le machine learning, quoi. Après, je sais que vous en avez un autre maintenant, je crois. Je sais plus. Je crois que je sais plus parce que j'avais compris qu'il y avait aussi la possibilité de faire une licence ou un master. Maintenant, ils ont peut-être ouvert un master de maths à la fac de Lille, mais spécialisé sur le machine learning, je crois. Il y a un master en double diplôme entre Centrale et l'université maintenant, qui est Ok. en data science directement. Ok, ça, moi, j'ai pas fait ça, hein. Donc ça, probablement qui sert. Moi, c'était pas, ça n'existait pas à mon époque, hein. C'était, encore une fois, moi, c'était vraiment un double diplôme avec, mais c'était un M2 recherche, proba et stat. Voilà. Donc ça, pour le coup, l'idée du double diplôme, là, je pense que ça, pour le coup, ça aide. C'est un peu dans l'idée du MVA, quoi. Donc ça, je pense que effectivement, ça aide bien. Pour ceux qui veulent pousser les aspects théoriques. J'ai une autre question, si ça dérange personne et qu'il y a personne qui va en poser. J'ai envie de savoir, est-ce que selon toi, quelqu'un qui a une double compétence, par exemple, dans tout ce qui est développement web, est-ce qu'il devrait essayer de la capitaliser, par exemple, dans ses CV, dans ses expériences, dans un portfolio GitHub, par exemple, vis-à-vis d'un futur poste en data science? Est-ce que cette compétence transverse est plutôt demandée, par exemple, pour une entreprise, ou il faut vraiment essayer de se focaliser sur la data à 100%? Alors, ça dépend de quelle entreprise tu vises. Je m'explique. Si tu vas rejoindre une boîte qui fait, enfin une startup dans laquelle il y a 10 personnes et qui a un produit où il y a de la data, forcément qu'ils vont chercher quelqu'un d'un peu couteau suisse et qui sont un peu débrouillards. Si tu veux rejoindre le data lab, parce que ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est qu'aujourd'hui, les grosses boîtes, elles ont toutes leur équipe data en interne. Et donc, en fait, la diversité des sujets existe aussi, hein, dans ces grosses boîtes, hein. C'est plus que dans le conseil parce que ils ont des équipes de data scientists centralisées qui vont traiter un peu tous les sujets data de la boîte. Donc, après ça, il y a deux modèles pour les entreprises. Il y a ceux qui centralisent la compétence, c'est-à-dire ils ont un data lab centralisé et personne dans les métiers, etc. Et les autres qui sont très décentralisés, au contraire, c'est on va mettre dans chaque filiale des data scientists. Donc,
les entreprises, selon leur politique ou leur stratégie, il faut trouver le juste milieu entre une équipe centralisée d'experts et quand même proche des métiers. Et donc, pour te répondre, si tu rejoins voilà, une petite startup qui fait un produit SaaS avec du web et de la data, bah oui, ça va être clairement valorisé. Si tu rejoins une grosse boîte où, en fait, ils ont des développeurs, des data engineers et des data scientists avec des rôles bien définis, mais je pense que ça va moins être mis en valeur. Après, comme je le disais, moi, quand je suis parti, c'était beaucoup plus facile, c'était beaucoup moins vu ou comment dire, c'était beaucoup moins nécessaire d'être bon développeur. Aujourd'hui, quand même, on demande de plus en plus aux data scientists d'être bons développeurs, de savoir un truc que je peux vous conseiller, c'est il faut que vous sachiez comment fonctionne GitHub, GitLab, quoi. Voilà. C'est pas compliqué. Vous prenez le cours sur Open Classroom, il dure 2 heures, vous faites ça et vous comprenez, quoi. Parce que quand vous arrivez en entreprise ou en entretien, si vous êtes chez data scientist, vous ne connaissez pas GitLab ou GitHub, c'est un peu dommage parce que c'est pas trop compliqué et c'est quand même aujourd'hui, encore une fois, dans cette tendance de MLOps et de pousser des choses en production, bah, c'est quand même du code que vous écrivez et donc du coup, le code, il se met dans un repo partagé et c'est pas tout seul dans mon coin, quoi. Voilà. Donc, voilà, je sais pas si j'ai répondu. Ça dépend grosso modo, de la taille de structure que tu vises. Plus ça sera petit, plus bah, c'est bien d'être un peu touche à tout. Plus c'est gros et plus c'est centralisé, bah, moins finalement ça va être mis en avant et c'est plutôt des compétences très pointues qu'il faut choisir. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire, quoi. Il y a pas de- Super, merci. Encore juste pour rebondir sur la question de Amine, je suis d'accord que c'est vrai qu'une startup va souvent chercher un couteau suisse pour pouvoir affecter plusieurs rôles dans l'entreprise, chacun à sa place. Sauf que je pense, mais j'attends surtout ton avis là-dessus, c'est que aujourd'hui, il y a je trouve quand même qu'il y a une forte demande en data. Il y a beaucoup d'étudiants qui veulent se orienter vers ça dans la majorité des grandes écoles. Et on a vu aussi qu'il y a plusieurs parcours entre les écoles d'ingé, les facs, les personnes qui se forment en ligne, etc. Donc, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner euh, qui marchent en fait pour vraiment se démarquer un peu du plot des gens qui ont suivi une formation? Quels seraient les points vraiment les plus démarquants? Tu as parlé de GitHub. Aujourd'hui, bon, je pense que tout le monde ici sera forcément amené un jour ou l'autre à utiliser GitHub, qui l'utilise ou qui l'utilise pas. On peut en parler, on peut en citer d'autres, comme voilà pour le DevOps, comme Docker, etc. Donc, est-ce qu'on va, dans ce qui va nous permettre de se démarquer, est-ce que c'est vraiment du 50-50 entre les hard skills et les soft skills? Donc, plutôt voilà, des compétences techniques, ajouter des flèches à son arc, comme du cloud, voilà, du gestionning, etc. Ou bien est-ce qu'on va plutôt favoriser le tempérament de la personne, comme tu as dit aussi, la communication, etc. Donc, finalement, dans cette salade, en gros, quels seraient tes conseils vraiment pour se démarquer? Ouais. C'est des questions pas faciles parce que vraiment, ça dépend des postes, hein. Aujourd'hui, la réalité du métier ou du terme de data scientist, c'est vraiment un fourre-tout, hein. Il y a plein de. Je pense que ce terme va. Enfin, on le voit de moins en moins et va certainement être amené à disparaître pour être scindé, on va dire, en, en sous-postes. Mais moi, alors après, c'est subjectif, hein, ce que je dis forcément, parce que moi, je trouve que le plus important, c'est quand même le côté, effectivement, euh, être capable de comprendre un problème et de ne pas être juste bêtement à dire je fais import from scikit-learn et j'utilise un modèle, quoi. Ce côté compréhension de ce que je manipule par rapport au problème, pour moi, c'est vraiment la compétence la plus importante, quoi. Après, c'est dommage de se faire trier sur des bases techniques. Et là-dessus, ce que je vous recommande, effectivement, donc tu l'as mentionné, c'est tout ce qui est GitLab, GitHub. Si vous avez un peu des notions en containerisation, c'est très bien. Et une petite touche de cloud, surtout qu'aujourd'hui, bon, il y a des comptes gratuits et tout, vous pouvez un peu bidouiller deux, trois trucs. Voilà, c'est très bien. Euh, Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est bien sûr d'essayer d'avoir des projets. Mais ce qui est dans le projet, je pense que ce qui est mis en valeur, c'est plus tant le projet. Je vais sur Kaggle, je prends le dataset Iris dataset, enfin, je sais pas, pour ceux qui le font un peu, mais en gros, c'est des trucs très bateaux qui sont vus un peu par tout le monde et de dire j'ai utilisé,
je sais pas, XGBoost, machin. En fait, moi, honnêtement, je m'en fiche quand je vois ça. Par contre, quelqu'un qui me dit, en fait, pour mon appart, j'ai fait une recherche d'appartement et je me suis dit que j'allais utiliser mes compétences en data. Donc, j'ai scrappé le site du Bon Coin, j'en sais rien, du Bon Coin. J'ai mis les annonces dans une base SQL et ensuite, j'ai essayé de faire un modèle de prédiction du loyer ou du prix de vente de l'immobilier dans la zone qui m'intéressait. Bah, ça m'intéresse beaucoup plus en fait. Parce que c'est un vrai projet sur un cas, ok, peut-être un peu bidon. Je vous donne l'exemple de l'immobilier, mais il y en a plein quoi, à trouver. Où je scrape des tweets, j'essaie de faire un. Et de faire ça comme ça, un vrai truc de bout en bout, là, pour moi, ça a de la vraie valeur. Parce que vous allez rencontrer des vraies difficultés qu'on rencontre en entreprise et voilà, vous allez être confronté à des vraies choses, quoi. Pas juste les datas qui sont toutes propres et je fais un modèle, quoi. Ça, quelque part, c'est aujourd'hui le b.a-ba et il y a pas mal de gens qui le font. Par contre, le côté se frotter à un vrai projet, moins. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais le truc numéro un, c'est quand même les soft skills parce que les technos, ça évolue tellement vite. Donc, c'est juste être OK pour apprendre à apprendre et apprendre vite. Mais pour ne pas faire non plus une réponse de normand là-dessus, sur les technos, versionning, dockerisation, c'est quand même des tendances lourdes là-dessus, au moins de comprendre comment ça fonctionne, et cloud. Et voilà, de comprendre comment ça marche et comment on fait pour faire ça vaguement, c'est quand même un plus. Et oui, ça sera toujours apprécié. Vous avez mentionné tout au début que vous avez trouvé que trouver le bon modèle. Pouvez-vous en dire plus? Puisque moi, dans mon parcours, j'ai compris que le travail d'un data scientist peut même réduire cette tâche, vu que les modèles sont déjà prêts, reste alors qu'à choisir le bon pour notre cas. Alors, quand je dis le bon modèle, en fait, ce que je voulais dire, c'est la bonne approche de modélisation. Et je m'explique. Le sujet, par exemple, il n'est pas de dire est-ce que je vais utiliser une régression logistique ou un XGBoost, souvent. Le sujet, il est plutôt de dire, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, à quel horizon de prédiction je veux prédire pour que ça soit utile? Est-ce que je veux une prédiction à 1 mois, 3 mois? Quelles sont les données pertinentes que je vais pouvoir utiliser pour? Je vais utiliser quoi comme profondeur d'historique par rapport à ce qui est disponible, par rapport à ce qui va être possible en production, etc. Est-ce que si je fais une approche supervisée, j'ai assez de data et d'exemples pour avoir des résultats bons? C'est toutes ces questions-là, en fait. Et je vais vous donner un exemple peut-être qui va vous parler. Dans toutes les problématiques de détection de fraude, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être le problème? Donc, on veut faire une approche supervisée de détection de fraude. Donc, en fait, on veut avoir un modèle qui prédit des fraudes. Mais à votre avis, à quel problème on peut être confronté quand on cherche à faire ça? Les fraudes sont différentes. Différentes, ouais. Dans C'est pas ça le problème le principal. dans le dataset, on peut avoir beaucoup de cas où il n'y a pas de fraude et très peu de cas où il y a des fraudes. Exactement. Donc en fait, on appelle ça un jeu de données, enfin imbalanced en anglais, alors je ne sais plus le dire en français, déséquilibré, voilà. Donc ça peut amener à plusieurs problèmes. Un, qu'on n'a pas beaucoup de cas de fraude, donc pour que l'algo, en fait, c'est un peu comme vous, si on vous demandait de vous interroger sur une leçon alors qu'on ne vous a pas donné tout le cours ou que très peu du cours, quoi. Donc c'est beaucoup plus compliqué, donc pour le modèle aussi. Et deux, effectivement, vos cas de fraude sont noyés dans les exemples qui ne sont pas des fraudes, et heureusement, parce que sinon, les boîtes, ça serait un gros problème pour les boîtes. Et du coup, dans ces cas-là, et moi, je vous le dis, parce que j'ai eu à traiter 2 fois ce genre de problème, et là, l'approche de modélisation, c'est pas de dire tout de suite, je fais du supervisé. Ça va peut-être être de dire, je vais faire du non supervisé, donc je vais chercher les transactions, par exemple, qui sont proches, au sens d'un critère. Et en fait, en faisant ça, je vais faire des petits paquets, et je vais voir un paquet où il y a, là, il y a beaucoup des fraudes. Et donc, je vais un peu les analyser à la main, et là, je vais apprendre des choses sur mes données, sur comment se comportent les fraudes. Et derrière, je vais peut-être commencer par une approche non supervisée où je vais faire des paquets. Je vais pouvoir aller regarder les paquets qui sont un peu isolés, remarquer qu'il y a des fraudes que j'avais peut-être pas vues, et comme ça, améliorer mon approche supervisée parce que j'aurai, on dit, labellisé plus de fraudes. D'accord? Donc, finalement, l'approche, vous voyez, c'est pas que de dire supervisé, non supervisé, et est-ce que j'utilise XGBoost ou pas? C'est de dire, OK, j'ai un problème métier. Finalement, c'est quoi? C'est de dire, j'ai pas assez de fraude, comment je fais pour plus en détecter avec la data? Je peux faire des clusters, des paquets.
Et au lieu d'avoir à analyser 1 million de transactions à la main, j'en aurais peut-être plus que 100 par jour. Et là, c'est beaucoup plus jouable, même si au début, c'est à la main. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas binaire. C'est pas genre j'ai un bon modèle qui tue le problème et puis c'est fini. En fait, non, ça passe pas du tout comme ça. Encore une fois, les modèles, souvent, aujourd'hui, c'est des aides à la décision et à l'action. Il y a très peu de modèles qui automatisent tout un process. Hormis les géants, les GAFA et tout, il y a très peu de boîtes, et même eux, hein, il ne faut pas croire que. Enfin, ils utilisent les modèles, ça leur donne un avantage compétitif, mais il y a quand même des gens qui suivent qui les monitorent, ces modèles, la performance, qui les réentraînent régulièrement. Et souvent, c'est aussi des aides à la décision. Tout n'est pas automatisé, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu, pareil, à la question. Ouais. Oui, faux négatif, positif, c'est un peu ça. C'est quand on fait de la détection de fraude ou même de détection de cancer, c'est trouver un équilibre entre lever des alertes, euh, capter tous les cas et pas non plus lever des alertes tout le temps et avoir plein de faux positifs, on appelle ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais juste une petite dernière un peu globale pour tout le monde, mais ça fait déjà 1 heure, donc c'était un peu rapide. Non, on peut déborder un peu, il n'y a pas de On peut problème. déborder un peu. Ouais, Non, c'est juste on peut prendre 10 minutes, qu'on donc. parle d'études, on parle de métier, mais il y a un passage entre les deux, c'est les entretiens. Ouais. Et je voulais savoir votre expérience sur ça, parce que donc vous avez fait du conseil aussi chez EDF. Comment étaient les entretiens différents? Quels points, quels conseils vous pouvez donner? Donc assez rapidement pour pas non plus voilà, déborder trop. Ouais, Mais... pas de problème. Non, mais je peux prendre le temps d'un peu plus répondre, il n'y a pas de problème. Alors, c'est vrai, c'est une bonne question. Donc, les entretiens, alors, dans la partie conseil, c'est beaucoup plus. Il y avait 3 entretiens. Donc, il y en avait un qui était un de prise de contact, on va dire, voir est-ce qu'on a vraiment un intérêt mutuel. Le deuxième, c'était un entretien technique. Donc, ce qu'il y avait, c'était effectivement, il donnait un jeu de données et puis en 1 heure 30, essayer de sortir 2-3 choses du jeu de données. Donc, idéalement, c'était de faire un peu comme sur Kaggle. Mais là, ce qu'on cherchait à tester, c'était le piège, là, c'était de s'affoler et de se dire, oh là là, j'ai pas réussi à tout faire. Ce qu'on cherchait, c'était juste à voir comment la personne réagissait, comment elle réagissait avec les, euh, les données qui n'étaient pas propres, enfin voilà, c'est juste ce genre de réflexe qu'on cherchait à tester. Et aussi après la compréhension des modèles, typiquement, voilà, qu'est-ce que vous auriez utilisé si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, pourquoi, comment vous auriez évité le surapprentissage. Hein. Ça, c'est pareil, c'est une notion importante à comprendre, hein, l'overfitting, on appelle ça. Euh, donc voilà, et puis il y avait un dernier d'entretien, mais qui était vraiment de closing, qui était, voilà, une fois que ça s'était bien passé sur le plan technique et sur le parcours d'expérience, s'assurer qu'on a vraiment envie de bien travailler ensemble et plus donner du envie presque que filtrer, quoi. Et chez EDF, non, il n'y avait pas d'entretien technique. En fait, j'ai fait mon stage de fin d'études chez eux, donc ça avait un peu aidé, quoi. Ils avaient pu voir un peu. Mais il n'y avait pas d'entretien technique. C'était plus un entretien classique, quoi. Présentez-moi votre parcours, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous n'aimez pas, et voilà. Pour se préparer aux entretiens, j'ai pas vraiment de. J'ai envie de dire, c'est pas spécifique au métier de data scientist, mais j'ai tendance à dire, si je peux vous donner un conseil pour les entretiens, c'est de les préparer en fait. Parce que des fois, il y a des gens et ça se voit en fait qu'on ne s'est pas préparé, surtout au début quand on n'a pas l'habitude. Et quand on dit préparer, c'est assez simple, hein, c'est que il faut que vous appreniez à présenter votre parcours en maximum 5 minutes, quoi. Voire 2-3 minutes, c'est bien, et que ça soit fluide. Et l'autre chose à faire, c'est de préparer des questions. Parce que ce qui est important, c'est qu'on voit que vous avez un intérêt dans l'entreprise ou dans le poste. Voilà. Et donc, les questions autour de la data que vous pouvez poser, c'est bien sûr les sujets autour des missions et tout, mais après, c'est aussi pour montrer que vous vous intéressez à l'écosystème, c'est comment, je ne sais pas, comment vous collaborez avec les différents métiers, est-ce que vous avez des plateformes unifiées pour travailler sur la data, comment la collaboration entre les data scientists se fait, etc. Voilà, il y a plein de questions à poser autour de ça, quoi. Voilà. Donc, en synthèse, avoir vraiment une présentation de vous en mode elevator pitch, c'est-à-dire
3-5 minutes où vraiment vous brossez toutes vos expériences brièvement. Et après, comme ça, vous demandez sur quelle expérience vous voulez que j'insiste ou je développe. Et puis ensuite, ne pas hésiter à vraiment avoir des questions et poser pour montrer que vous vous intéressez pas juste à être là, à vouloir faire du XGBoost ou des réseaux de neurones profonds, mais que vous cherchez vraiment à avoir une compréhension globale de l'écosystème et de l'entreprise, quoi. D'accord, merci. Je t'en prie. Alors, il y a une question. Alors, le temps que prend un projet, c'est assez variable. C'est assez variable, mais on va dire, pour donner un ordre d'idée, on va dire c'est entre 3 et 6 mois quand il y a une partie de développement. Et quand il y a une partie vraiment que de conseil, cadrage, c'est plutôt 1 à 2 mois, quoi. Voilà. Mais c'est très variable, pour être franc. 3 à 6 mois, ça va être quand il faut faire du développement et développer un outil. Et comme je disais, 1 à 2 mois, c'est des parties de cadrage. Et moi, ce qui se passe, c'est souvent, j'essaie de faire une partie de cadrage et puis derrière, de réussir à vendre une partie de développement un peu plus conséquente, quoi, voilà. Et le modèle aussi, c'est donc 3 à 6 mois, on va dire, c'est pour avoir une première version de l'outil. Et encore une fois, dans une logique de MLOps et de développement continu, moi, j'insiste bien auprès des clients pour dire, en fait, une fois qu'on a une première version, c'est que le début, il faut itérer. Et en fait, chaque mois, on peut améliorer. Et après, moi, ce que je leur dis, c'est chaque mois, on vous livre une nouvelle version améliorée. Puis quand vous voulez arrêter ou quand vous voulez reprendre la main, faire la passation, c'est possible. C'est possible, voilà. Donc c'est itératif, donc ça peut durer. Pour donner un exemple, quand j'avais fait chez le grand industriel, là, ça a été 8 mois pour avoir un modèle vraiment qui était vraiment satisfaisant et que les opérationnels étaient vraiment contents. Mais à partir de 3 mois, ils commençaient à s'en servir, quoi. D'accord? Mais après, encore une fois, c'est vraiment de l'amélioration continue, quoi. Bon, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions, s'il y en a qui en ont, par message ou par la parole. Ouais, par la parole, c'est comme vous voulez. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on pourra conclure comme ça. Alors, Ouais. On peut prendre une dernière question. Peut-être, bon, une petite dernière rapidement, parce que ça m'intéresse, que c'est peut-être d'un point de vue aussi international. Est-ce que vous avez une expérience à l'étranger et comment il vaut la data? Parce qu'on sait que c'est lu que les States, ils sont un peu beaucoup plus présents sur la scène en data, avec un salaire beaucoup plus conséquent et attractif. Et vous savoir si vous avez des expériences, même si vous êtes dans votre équipe chez EDF ou Capgemini, un peu une vision de la data, est-ce que la culture autour de la data, voilà, un peu cette image, parce qu'on n'a pas trop d'expérience sur ça. Et pour savoir. Ça c'est sûr que ça c'est aux États-Unis, ils sont plus avancés, c'est parti avant parce que c'est une économie un peu plus en pointe. Et il faut reconnaître que chez les anglo-saxons, ils ont probablement, donc États-Unis, Angleterre, et en fait on peut même dire probablement Hong Kong, enfin c'est pas anglo-saxon Hong Kong, mais c'est les milieux de la finance et tout. Ils ont probablement plus de maturité et plus d'appétence sur ce genre de sujet, c'est vrai. En termes de salaire, c'est sûr que par exemple aux États-Unis, ça peut aller très très haut, ça c'est vrai aussi. Après, c'est toujours pareil, ça dépend. C'est pas le même mode de vie, puis c'est pas. Il faut voir aussi voilà, ce qu'on cherche. Après, quand on est jeune, c'est souvent très bien, mais voilà, c'est pas les mêmes salaires, mais c'est pas la même vie non plus. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que en fait, la réalité, c'est que en France, on a des très bonnes formations d'ingénieurs et de matheux. Donc, en fait, on fait des très très bons data scientists. Donc, ça s'exporte très bien. Voilà. Donc, il n'y a vraiment pas à rougir. Je veux dire, je pense sans se tirer trop les pompes, quoi. Je pense que dans les équipes data à l'étranger, il y a beaucoup de Français parce qu'il y a un très bon niveau en maths et bon niveau d'école d'ingé qui fait que ça s'exporte très bien et que c'est tout à fait possible de trouver des postes à l'étranger intéressants si vous le souhaitez en début de carrière, quoi. Voilà. Après, j'ai pas forcément plus que ça. J'ai bossé dans des environnements internationaux, mais j'ai jamais bossé
à l'étranger sur de la data, quoi, voilà, pour répondre. Mais les gens que je connais qui sont aux États-Unis, effectivement, ils gagnent beaucoup, beaucoup plus. Mais voilà, après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais après, la vie aux États-Unis, elle est plus chère. Enfin, ça, c'est pas la Oui, même oui, chose. c'est sûr. Bah, si on est à New York, bon, c'est pas le même. Mais ils gagnent quand même beaucoup, beaucoup plus, même avec, même avec le Delta. Mais toujours pareil, c'est pas la même vie, pas le même mode de vie, mais je comprends que de 20 à 30 ans, ce soit pas forcément un truc qui soit très gênant. Après, c'est forcément moins facile parce qu'il n'y a pas forcément les entrées, etc. Mais bon, ça se fait quand même, quoi. Très bien, merci. J'ai pas d'autres questions personnellement. Ok. Ouais, bah, très bien. Ben, écoutez, je pense qu'on peut conclure là-dessus, s'il n'y a pas Ouais. d'autres questions. En tout cas, ben, Ider, on voulait vraiment te remercier au nom déjà des membres du bureau, mais je pense au nom de tout le monde. Ouais, bah, Tu as apporté beaucoup d'informations et vraiment, on te remercie pour ça. c'est sympa, je trouve que l'initiative est top. Donc, ça me fait plaisir d'y participer. Effectivement, comme je l'ai dit, moi, ça me fait aussi plaisir de pouvoir effectivement vous aider, en plus en ces temps pas évidents, à mettre un pied dans ce secteur qui est, il faut le reconnaître, très porteur. Donc, je peux que vous encourager à y aller.